Bon, je pense que tout le monde a un smartphone, non? Alors, ce que je vais vous montrer ici, en fait, c'est vraiment important et vous allez très vite comprendre pourquoi. Quand je suis venu ici aujourd'hui, j'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert mon calendrier, j'ai regardé l'adresse. Puis j'ai tapé cette adresse dans Google Maps. J'ai regardé où c'était. Bon, c'était le Grand Palais. J'ai regardé comment venir en métro, c'était trop compliqué. Donc j'ai fini par ouvrir une application de taxi pour en commander un. Quand j'étais en chemin, j'ai regardé sur LinkedIn les différents profils des gens qui allaient parler pour savoir peut-être avec qui j'avais des synergies intéressantes, avec qui je devais discuter. Au total, finalement, pour juste un événement, qui dure 10 minutes en plus, j'ai ouvert 5 applications, j'ai passé un quart d'heure, j'ai tapé 200 caractères, j'ai fait 17 fautes de frappe. Le seul problème, c'est que je fais ça à chaque fois, sans exception, que je vais quelque part rencontrer quelqu'un. Mais d'ailleurs, en fait, je ne fais pas seulement ça quand j'ai rendez-vous avec quelqu'un. Je fais ça aussi quand je vais à la salle de sport, j'utilise plusieurs applications. Je fais ça quand je vais à dîner, j'utilise plusieurs applications. En fait, pour chaque chose que je fais dans ma journée, il n'y a pas une application que j'utilise, mais un certain nombre. Donc le problème, en fait, c'est qu'avec 2,5 millions d'applications qui sont disponibles aujourd'hui, avec en moyenne 150 applications installées sur un téléphone, mais seulement 20 que les gens utilisent, c'est devenu complètement impossible d'utiliser les interfaces actuelles pour justement exploiter tous ces différents services. Donc le problème n'est plus de savoir quelle est l'application qu'on doit créer. Le problème maintenant, c'est est-ce qu'on peut créer finalement un téléphone suffisamment intelligent pour pouvoir utiliser 1000 applications dans une journée sans avoir besoin de se rappeler où elles sont et ce qu'elles font. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle des interfaces intelligentes contextuelles. Qu'est-ce qu'une interface contextuelle? Ça peut être ça, par exemple, ça c'est un produit qu'on va sortir bientôt, qui arrive automatiquement en analysant votre géolocalisation, vos calendriers, vos réseaux sociaux, à anticiper ce que vous cherchez à faire avec votre smartphone et à intégrer tous les différents services que vous utilisez d'habitude dans ces contextes-là. Donc si j'ai rendez-vous, on va reprendre l'exemple du rendez-vous, ça va me sortir directement différentes options pour y aller en taxi, différentes options pour y aller en métro, toutes les informations sur les personnes avec qui j'ai rendez-vous, avec toutes les façons que j'ai dans mon téléphone et mes réseaux sociaux de rentrer en contact avec cette personne-là. Si c'est un restaurant, des informations sur le restaurant et ainsi de suite. Mais on ne remplace aucun de ces services. Ce qui est important ici, c'est qu'on ne fait que en fait, vous donner un lien vers ces différentes applications. Donc vous utilisez quand même au final WhatsApp, Messenger, Facebook et tout ça. Et bien évidemment, vu qu'on a toute cette information et toutes ces capacités d'analyse de data, on peut même anticiper quand vous allez être, disons, en retard pour un rendez-vous. Donc disons que vous êtes en voiture ou dans le métro et on sait combien de temps il va vous falloir pour arriver à votre destination, parce qu'on connaît votre destination, on connaît votre position. Et on peut directement vous dire, bah tiens, je vous propose en un clic de dire à tous les gens à qui vous avez rendez-vous que vous allez être 5 minutes en retard. C'est des petites choses en fait comme ça finalement qu'on nous a promis avec nos téléphones, mais qui n'existaient pas encore jusqu'à aujourd'hui parce que la technologie manquait, mais aussi parce que le design des applications jusqu'à récemment ne permettait pas vraiment de faire ce genre de choses-là. Alors d'ailleurs, ce produit que je viens de montrer, on le lance là en janvier. On a le droit qu'à 1000 bêta-testeurs, donc pour ceux que ça intéresse, inscrivez-vous. Il nous reste encore, je sais pas, genre 15 places, un truc comme ça. Donc juste pour parler un petit peu de technologie, parce que c'est un petit ça qu'il y a derrière, créer ce genre d'interface intelligente, ça ne nécessite pas seulement de l'intelligence d'un point de vue d'interaction et de design, il y a aussi énormément de technologies à base d'intelligence artificielle, d'analyse de langage, d'analyse de location data et ainsi de suite. La première chose qu'on va faire, c'est prendre par exemple le calendrier. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a un rendez-vous, en général, il va mettre dans son calendrier, sauf si c'est quelque chose d'habituel. Le seul problème, c'est que dans un calendrier, il y a souvent des trucs comme rendez-vous avec Édouard. Alors pour désambiguer qui est Édouard, c'est vraiment très compliqué. Déjà, il faut comprendre que c'est un rendez-vous et pas tennis. Et après ça, en fait, il faut essayer de regarder dans les habitudes de l'utilisateur quels sont les Édouards avec qui il est le plus probable d'avoir rendez-vous pour pouvoir justement lui donner l'information, les différents moyens de rentrer en contact avec ce Édouard particulier et pas cette autre personne-là. Mais après, derrière, évidemment, il y a tout ce qui touche aux habitudes qu'on a. On ne va pas tout mettre dans son calendrier. Si on va à la salle de sport tous les jours à 17 h en sortant du boulot, on ne va pas le mettre dans son calendrier. On ne va pas mettre non plus dans son calendrier quand on va aller se balader avec un copain sur les Champs-Élysées pour la foire de Noël. Pour ça, en fait, ce qu'on peut faire, c'est analyser la donnée de géolocalisation. Le seul problème avec la géolocalisation, c'est que ce n'est pas très précis. Sur cette image-là, c'est quand j'étais à San Francisco il y a un mois, je n'ai pas bougé. Donc ça, c'est ce que mon téléphone voit en 1 heure de moi au même endroit, sans bouger, dans un café. Est-ce que je suis dans ce coin-là, dans la rue, entre les deux? En fait, ça, c'est vraiment très, très compliqué d'un point de vue du téléphone, parce que malgré ce que les gens pensent, premièrement, le GPS ne marche pas à l'intérieur, mais en fait, il y a tout un tas d'effets avec les bâtiments, les matériaux, qui font que c'est quasiment impossible de connaître la précision exacte de quelqu'un, et que la précision va de 5 mètres quand on a de la chance, à 2 km quand on n'en a vraiment pas. Donc la question devient, finalement, si j'ai un rayon d'incertitude sur une position de quelqu'un, comment est-ce que je peux savoir qu'il est au Starbucks plutôt qu'au bistrot qui est en face?
Et c'est là en fait où ça devient intéressant, où en analysant justement tout l'historique de ce que les gens ont fait, on peut commencer à donner plus en plus de probabilité à un certain type d'activité par rapport aux préférences de l'utilisateur. Donc c'est ça en fait, c'est pas seulement que c'est une interface qui est intelligente, c'est une interface en fait qui continue d'apprendre en continu ce que les gens font pour être de plus en plus précise, de plus en plus capable de s'adapter à ce qu'on fait dans notre quotidien. Donc dans mon exemple à moi, en l'occurrence, ça a dit que j'avais une probabilité de 43% d'être au Café de la Presse. Pourquoi? Parce que le Café de la Presse, c'est un restaurant français, que c'était à l'heure du déjeuner et que j'étais allé dans un endroit similaire il n'y a pas très longtemps. Alors que si c'était quelqu'un d'autre, ça aurait été certainement le Starbucks en face, ou en Amérique en tout cas. Quand on reprend en fait toute cette intelligence, le calendrier, les habitudes des gens, les réseaux sociaux, et qu'on croise ça avec toutes les données de la ville dans laquelle les gens habitent, donc les transports, les travaux, le trafic, la météo, les bâtiments, le fait qu'il y ait une boulangerie, finalement on est capable de recréer ce qu'on appelle une timeline super contextualisée de ce que quelqu'un a fait tout au long de la journée. Donc on ne peut pas, c'est pas seulement pour dire Édouard a fait ça aujourd'hui, mais c'est aussi pour dire Édouard a fait ça dans tel contexte avec telle personne, ce qui en fait nous permet après de prédire ce qu'il va vouloir faire après. C'est vraiment très surprenant en fait, mais on peut prédire jusqu'à 90% de certitude la prochaine action que quelqu'un va faire. Et c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air. Hein. De tout ce que je vais montrer, le plus dur c'était l'analyse de géologue en l'occurrence, mais bon. Et une fois qu'on peut faire ça, finalement, on peut aussi sortir même du téléphone. Donc l'interface que j'ai montrée tout à l'heure était intéressante pour un téléphone et très utile, mais en fait elle devient vraiment nécessaire quand on commence à réfléchir à d'autres types d'objets où il n'y a littéralement aucune façon d'interagir et de rentrer de la donnée. Quand on a une montre connectée, par exemple, il n'y a aucune façon facile de lui dire ce qu'on veut. On peut lui parler, certes, mais si on est en plein milieu d'un rendez-vous et qu'il faut commander son taxi pour aller au rendez-vous d'après, c'est un petit peu bizarre de parler à sa montre devant tout le monde. Attendez 2 secondes, commandez-moi un Uber. Non, ça ne marche pas très bien. Il faut que la montre, justement, ait cette capacité d'anticipation de ce qu'on cherche à faire et d'intelligence contextuelle pour qu'en un seul clic, on puisse savoir ce qu'on veut. Si on projette ça en 2020, quand on aura 50 milliards d'objets connectés, quand on interagira au quotidien avec une vingtaine, voire une centaine d'entre eux, on commence à voir pourquoi c'est important d'avoir ce genre d'intelligence contextuelle intégrée le plus bas possible dans les interactions qu'on a. Parce que si on ne les a pas, on va se retrouver assailli de push notifications dans tous les sens. Ça ne va juste pas marcher. Et si jamais on est capable de faire ça, en fait, si on est vraiment capable de créer une symbiose entre notre vie et notre technologie, c'est là où on sera capable vraiment de comprendre tout le pouvoir de la technologie pour notre futur. Voilà, merci. Merci beaucoup, Rand. Donc, bon, vous voyez que